Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre concernant le paramétrage et la personnalisation de Lightroom. Alors, dans le dernier chapitre, nous avions vu les préférences du logiciel, édition préférences, et nous avions terminé l'onglet général et l'onglet qui concerne les paramètres prédéfinis. Nous en étions à l'édition externe. Voilà, alors allons-y tout de suite. Donc l'édition externe, ça concerne tous les programmes externes à Lightroom qui sont reliés d'une manière ou d'une autre à Lightroom. Alors pour passer dans ces programmes, il va falloir indiquer un certain paramétrage que nous allons voir dans le détail. Alors tout d'abord, Adobe se met à l'honneur en faisant un groupe spécial pour Adobe Photoshop, la version 2021, et il vous demande un certain nombre de paramètres lorsque vous allez partir dans Photoshop. Il veut savoir le format de fichier avec lequel il va travailler dans Photoshop. Alors vous avez le choix entre TIFF et PSD. Personnellement, je choisis PSD qui est le format naturel de Photoshop, mais vous pouvez très bien choisir le format TIFF. Ça veut dire que la photo, une fois traitée dans Photoshop, va revenir dans Lightroom au format PSD. Et ça m'intéresse pour avoir les calques. L'espace colorimétrique, moi je vous conseille toujours, et ça on l'a vu au cours de toutes mes formations, je vous conseille toujours de travailler dans l'espace le plus grand quand on fait de la retouche photo, c'est-à-dire Profoto RGB. Cet espace couvre largement la vision humaine, il est même plus grand dans certaines couleurs que la vision humaine. Voilà, donc il nous faut bien ça pour travailler en retouche photo. La profondeur de l'image en qualité maximum, 16 bits par couche. La résolution, ça a très peu d'importance dans ce type de traitement. Alors on va le faire. Voilà, je décide de modifier cette photo dans Photoshop, par exemple. Voilà, clic droit, modifier dans Photoshop 2021. Alors on va le laisser se lancer tranquillement. Voilà, je suis dans Photoshop avec mon image. On voit qu'elle est en 16 bits par couche. Et l'espace colorimétrique et Profoto RGB, c'est celui que j'ai défini par défaut dans Photoshop, ce que je vous conseille. Dans édition couleur, choisissez toujours l'espace le plus grand. Voilà. Alors je fais un certain traitement dans Photoshop. On va pas le faire, on est bien d'accord. Et je reviens dans Lightroom. Fichier. On va faire enregistrer et fermer. Dans Lightroom, que se passe-t-il? Eh bien, on voit qu'on a une nouvelle photo. Alors, il l'a mis à côté, avec une notion de pile, et cette photo s'appelle modifier.psd. Vous voyez, je récupère bien un PSD dans Lightroom. C'est bien ce que je lui avais demandé. Il est très obéissant. Ensuite, on revient dans nos préférences adorées, édition externe. Alors, après, j'ai d'autres réglages, les mêmes, mais concernant donc les autres programmes qui sont reliés à Lightroom. Alors, vous voyez, là, il y a une liste déroulante. Faites attention, il n'y a pas qu'un programme, et pour chacun des programmes, vous allez définir les paramètres d'exportation dans ce programme. Alors, on va prendre Aurora par exemple, j'ai toute la suite Nik Collection, et en plus j'ai Aurora. Donc dans quel format je veux aller dans Aurora? J'ai indiqué TIFF, j'ai le choix entre TIFF, PSD et JPEG. TIFF c'est parfait, ça dégrade pas du tout la photo, c'est pas du JPEG, et si on fait une compression, vous voyez on a la possibilité de le faire, ça va être une compression sans perte.
l'espace colorimétrique le plus grand, la profondeur 16 bits par couche, la résolution, là aussi ça a peu d'importance. Donc je vous montre pas comment ça se passe, vous avez compris avec Photoshop. J'aurai une copie de ma photo au formatif. Voilà, puis je vais faire la même chose avec tous les autres modules. Alors j'ai mis partout TIFF, ProPhoto, 16 bits par couche. Ça va très bien, ça dégrade pas les photos. On fait un travail impeccable avec tout ceci. Alors si vous voulez modifier, il faut revenir, on va le faire avec Define par exemple, il faut revenir dans les paramètres de Define par exemple, dire je veux du JPEG maintenant, et alors attention, il faut les enregistrer, ça c'est pas d'une grande clarté non plus, il faut mettre à jour le paramètre prédéfini de Define dans la liste déroulante. Sinon, ça ne sera pas pris en compte. Il y a des petits pièges tout le long comme ça, des choses qu'il faut savoir, comme quoi cette formation sert à quelque chose. Voilà, le groupe suivant qui comprend qu'un seul paramètre, ça consiste à empiler votre copie avec l'original. Donc vous allez faire une pile qui va contenir la copie. Alors si vous mettez pas de pile, vous n'aurez pas de pile. Donc vous aurez une simple copie, mais je pense que c'est mieux de l'empiler avec l'original. C'est la même photo, mais traitée différemment. C'est bien ce qu'on veut dans la notion de pile. Ensuite, le dernier paramètre, ça va consister à personnaliser le nom de fichier. C'est le nom de fichier de votre copie. Quand vous partez dans un éditeur externe, alors liste déroulante également, et vous avez toutes les personnalisations possibles avec votre nom de fichier. Vous pouvez mettre nom de fichier personnalisé, non personnalisé avec une séquence, on va faire comme ça. Alors vous voyez là, il me met le nom du fichier avec un numéro de séquence qui part à 71 parce que je dois en avoir d'autres. Vous pouvez faire aussi un paramètre complètement personnalisé. Alors là, il faut modifier. Et là, vous pouvez mettre par exemple, ce que je vous conseille d'ailleurs, le nom du fichier d'origine, tiret modifier, pour bien montrer que c'est une photo modifiée, tiret, vous pouvez mettre un numéro de séquence derrière. Imaginez que vous fassiez plusieurs versions de votre fichier dans Define, par exemple, ce serait bien qu'elles soient numérotées. Voilà, terminé. Et mon numéro de fichier, mon nom de fichier va être de la manière suivante, fichier d'origine, tiret modifié, tiret numéro de séquence, et là on va le faire à partir de 1, le numéro de séquence. Voilà. Alors, on va prendre un exemple, ce sera plus concret. Toujours avec cette photo, on va aller la modifier dans Define, par exemple, plutôt dans Viveza 2. Voilà. Et là, il me pose la question, c'est pas comme dans Photoshop, modifier l'original, modifier une copie avec les corrections Lightroom. Ça, c'est beaucoup plus intéressant, bien évidemment. Et là, il me propose les options par défaut que j'avais renseignées. Je clique sur modifier. Voilà. Alors, imaginons que j'ai fait quelques modifs sous Viveza. On va pas les faire, c'est pas le sujet de ce tutoriel. Je fais enregistrer. Voilà, maintenant j'ai 3 photos, on est bien d'accord. J'ai envie de faire une autre version de modification sous Viveza. Viveza 2. Voilà. Vous voyez qu'il me reprend les dernières options que j'ai mis par défaut. Imaginons que j'ai fait d'autres modifs. C'est juste pour voir le nom de fichier, hein, donc ne vous inquiétez pas. Je fais enregistrer. On revient dans Lightroom. Et là, vous voyez, j'ai 4 photos du coup. Et si on regarde les noms de fichiers, voilà, ça c'est la photo d'origine. C'est le NEF, le RAW Nikon. La deuxième, c'était dans Photoshop. La troisième, elle s'appelle Modifier 1 TIFF. C'était la première dans Viveza. Vous voyez, le numéro de séquence est bien reparti à 1. Et la quatrième, c'était la deuxième
modifié dans Viveza. Alors là, il y a plusieurs fois modifié parce que j'ai fait une bêtise. Je suis reparti d'une version modifiée. Donc chaque fois, il me rajoute modifié, mais vous avez bien compris le principe. Voilà, on va revenir dans nos préférences, édition, préférences. Alors, on avait terminé édition externe. On va faire la gestion des fichiers maintenant, le 4e onglet. Alors, le premier groupe de paramètres, ça concerne l'importation des DNG. Alors, pour être plus clair que les Lightroom, ça concerne l'importation quand vous choisissez l'option « Copier au format DNG ». On fera un exemple après, comme ça vous allez bien comprendre. Donc, on choisit d'abord l'extension de fichier, c'est DNG en minuscule ou bien DNG en majuscule. Ça n'a pas beaucoup d'importance. L'aperçu JPEG de votre DNG, donc la taille de votre aperçu JPEG en DNG, on va prendre une taille moyenne pour pas trop encombrer notre catalogue, parce que les aperçus vont être stockés dans le catalogue. Ensuite, vous avez 2 cases à cocher. On peut incorporer ou pas les données de chargement rapide. Donc, je crois qu'on a intérêt à le faire pour des raisons de performance. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais chaque fois, si vous souhaitez une information complémentaire, vous avez une infobulle qui s'affiche sur votre paramètre. Voilà, donc lisez-les si c'est pas très clair. Là non plus, c'est pas très clair. En fait, c'est pour que votre DNG se charge plus vite, mais ça va augmenter légèrement la taille du fichier DNG. Alors pour la petite histoire, DNG c'est un format RAW qui a été créé par Adobe. Ils espéraient que ça devienne le format RAW universel, mais ça ne fonctionne pas trop. Alors il y a les pros qui l'utilisent beaucoup, parce que c'est un format qui est plus léger que le format RAW d'origine. Voilà, donc ça leur fait gagner de la place, légèrement plus léger, c'est pas énorme. Ça leur fait gagner de la place, et sur un stock important de photos, pour eux c'est intéressant. Pour nous, modestes amateurs qui faisons de la photo pas à ce rythme-là, le format DNG a très peu d'intérêt, et encore moins avec le dernier paramètre, incorporer le fichier brut d'origine. Ça veut dire que dans votre fichier DNG, qui va faire une certaine taille, vous allez incorporer en plus votre fichier RAW d'origine pour pas le perdre. Alors ça va vous faire le double de taille quasiment. Franchement, j'en comprends pas bien l'intérêt. Soit on choisit de travailler au format DNG pour gagner de la place, très clairement, et on va pas s'amuser à doubler la place, soit on ne travaille pas en DNG et on garde notre fichier RAW d'origine. Mais enfin, ça doit correspondre à une demande d'utilisateur certainement. Alors, nous allons prendre un exemple. Je vais importer une photo. Je clique sur le bouton « Importer ». Voilà, le temps que la fenêtre s'ouvre. Je vais dans ce dossier, je sais qu'il y a une photo à importer. Voilà, c'est une photo nef, le format RAW de Nikon. Et j'ai bien l'option en surbrillance copier au format DNG. Je clique sur le bouton importer et il me dit que la photo a été convertie au format DNG. Voilà, j'ai bien une extension DNG que je retrouve dans le nom de fichier dans les métadonnées. Et la taille du fichier est quand même de 56 mégas. Alors imaginez si j'avais converti au format DNG en important à l'intérieur le RAW d'origine. Ça me faisait d'un coup et d'un seul plus de 100 mégas. Donc vous voyez que cette option est à manipuler avec précaution. Revenons à nos préférences. Édition préférences. Nous en étions au deuxième groupe de paramètres de la gestion des fichiers. Alors ça concerne les mots-clés, la lecture des métadonnées. Vous savez que vous avez des séparateurs qui permettent d'indiquer une notion de hiérarchie dans les mots-clés. Alors par défaut, c'est les symboles supérieurs ou inférieurs, et c'est également la barre verticale. Mais vous pouvez éventuellement dire que le point c'est un séparateur de mots-clés, de même que la barre oblique.
Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas? Je suis loin de le penser. Je pense que supérieur ou inférieur, ça marque bien la notion de hiérarchie, beaucoup moins que le point et la barre de fractionnement. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Je l'ai fait dans le tutoriel sur les mots-clés, saisie des mots-clés. Alors, on pourrait faire par exemple fourchette est inférieur à couvert. Je valide. Voilà, là on voit fourchette qui va être englobée dans un ensemble de mots-clés qui va s'appeler couvert. Alors si j'affiche les mots-clés et les mots-clés parents, on voit que j'ai couvert et fourchette. Voilà, c'est bien la notion de hiérarchie dans les mots-clés. Je vous renvoie à mon tutoriel sur les mots-clés. Ensuite, alors le dernier groupe de paramètres, ça concerne l'exportation cette fois, et la génération du nom de fichier. Dans le nom de fichier à l'exportation, est-ce que vous voulez interdire les caractères suivants, qui sont des caractères spéciaux? Vous pouvez en ajouter plus. Par exemple, remplacer ces caractères quand ils existent dans le nom des fichiers par des tirets, ou bien par des caractères similaires, ou bien par des traits de soulignement. Voilà. Alors on va laisser tirer. Et si on a un espace dans le nom du fichier, on peut le laisser en l'état, ou bien on peut mettre un trait de soulignement, ou bien un tiret. Là on va mettre un trait de soulignement. Voilà par exemple. Je vais faire OK. Je vais exporter ce fichier. Voilà, on va le renommer, comme ça ce sera plus clair, par un nom personnalisé. On va écrire fichier, un espace pour voir ce qu'il va faire, Lyon, et on va mettre un caractère spécial, le petit chapeau par exemple. Voilà, on va l'exporter là où je peux le retrouver, dans mon dossier d'exportation, voilà, comme ceci. Et voyons voir dans le dossier d'exportation ce qu'il a fait du nom de fichier. Alors voilà, fichier, l'espace, il l'a remplacé par un souligné, Lyon, et mon caractère spécial, le petit chapeau, là, il l'a remplacé par un tiret, donc il a bien respecté ce que je lui avais dit. Voilà, maintenant nous allons continuer nos préférences, et nous arrivons aux paramètres de l'interface. Alors dans le premier chapitre concernant les paramètres et la personnalisation de Lightroom, j'avais pas mal parlé déjà d'options d'affichage. Il y en a d'autres qui sont aussi intéressantes. Alors le premier groupe, ça concerne les panneaux. Est-ce que vous voulez dans les panneaux de droite et de gauche indiquer une marque de fin? Alors on va mettre une petite fioriture, par exemple, et vous pouvez configurer également la taille de la police. Là je ne vais pas le faire. Petite, moyenne, grande, très grande, maximale. Moi je prends la police par défaut. Comme ça je suis sûr qu'elle a une taille raisonnable. Alors la petite fioriture, alors, je suis obligé de valider. Et si je regarde en fin de panneau, vous voyez, voilà. J'ai une petite fioriture. Et vous voyez, à droite et à gauche. Je ne sais pas si c'est d'un très grand intérêt. Et en plus, je trouve ça assez... c'est pas terrible. Vous pouvez en fabriquer et en mettre d'autres. Est-ce que c'est très utile? Je n'en suis pas sûr. Voilà, donc on va se passer de marque de fin. Le second panneau, le second groupe, pardon, ça concerne donc l'éclairage du fond. Alors là, je vais être obligé de vous montrer comment ça marche. Alors ici, nous sommes avec une trame de couleur noire et un niveau d'intensité de 80%, c'est également les valeurs par défaut. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Ça se trouve dans Fenêtre et dans Éclairage de fond. Il faut vraiment le savoir. Et pour afficher l'éclairage réduit, donc les valeurs que j'ai choisies dans les paramètres, il faut soit cliquer
sur l'option éclairage réduit, soit appuyer sur la touche L. Alors la touche L vous permet de passer successivement dans les 3 modes. Je vais vous montrer. Là, on va faire éclairage réduit. En fait, tout est masqué, sauf l'image principale. Ça vous permet de mettre le focus sur l'image principale, mais vous avez quand même accès aux options de panneaux qui sont masquées. Ça ne sert pas à grand chose dans le cas présent, c'est pas le but du jeu. Si j'appuie sur la touche L, là je suis en masquage complet, je n'ai plus que l'image centrale. Si je rappuie sur la touche L, je suis en mode normal. L, éclairage réduit, L, éclairage désactivé. Voilà, revenons à nos paramètres. Édition préférences. Alors on va passer en blanc, par exemple. Pour bien vous montrer ce que c'est. On va garder 80%. OK. Et là, si je fais L, vous voyez, le fond est blanc. Alors, vous avez également, si vous voulez isoler votre image principale de tout le reste, et même la voir encore mieux, vous avez la touche F, comme full screen, qui vous permet d'avoir votre image en plein écran, le temps que vous voulez, vous appuyez sur F, et vous avez accès à Lightroom. Voilà, à vous de choisir. J'avoue que l'éclairage de fond, je vais oublier cette possibilité. Je reviens dans les préférences. Alors, je vais remettre noir, hein, parce que le blanc, ça ne me va pas. Alors, le groupe arrière-plan, avec 2 paramètres, c'est celui de la fenêtre principale, ou bien celui de la fenêtre secondaire. Par défaut, c'est noir. C'était peut-être pas le défaut, j'avais dû modifier. Par défaut, c'est gris moyen. Donc moi, je l'ai mis en noir. Alors, la fenêtre principale, c'est quoi? Eh bien, c'est la fenêtre dans laquelle va s'afficher votre image. C'est la fenêtre de visualisation. Alors, l'écran principal, c'est votre écran principal, celui-ci. Et par écran secondaire, c'est le second écran si vous travaillez avec un second écran. Alors, je vais vous montrer, je vais essayer de le faire. Voilà. Là, vous voyez, j'ai mes 2 écrans, j'affiche le deuxième. Et vous voyez, alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Si je passe en mode loupe, voilà. Ça, c'est mon deuxième écran qui est simulé ici. Si je passe en mode loupe, j'ai bien un gris moyen comme fond d'écran. Voilà. Je reviens à mes paramètres de préférence. Édition préférence. Voilà, si vous avez un second écran, ça peut être intéressant. Le panneau suivant, dans le groupe suivant, on revient à nos mots-clés. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas tout groupé les paramètres de mots-clés au même endroit. Mais bon, c'est comme ça. Et là, vous pouvez définir votre séparateur de mots-clés. C'est la virgule pour moi, ou bien espace. Voilà. Bon, je préfère la virgule, ça marque bien la notion de séparation. Et vous avez un autre paramètre qui consiste à activer la suggestion de mots-clés, en fait. Je vais vous montrer. Alors, là, elle est activée. Alors, quand vous avez des virgules, comme séparateur, les espaces sont autorisés dans les mots-clés. Et ça, c'est aussi intéressant. Par exemple, si vous tapez Lyon, virgule Rhône-Alpes, virgule France, vous aurez 3 mots-clés. Par contre, si vous tapez Lyon, espace Rhône-Alpes, espace France, vous n'aurez qu'un mot-clé. Je vous montre en vrai. OK. Je vais dans les mots-clés. Voilà, donc je vous montre quartier Saint-Georges. Vous voyez, avec des espaces, virgule,
Lyon, virgule, France. Et vous voyez que chaque fois, alors je vous remonte mieux, dès que je saisis une lettre, vous voyez, il me fait des suggestions parce que j'ai coché la case. Si j'affiche une autre lettre, vous voyez, j'arrive à le R là, donc j'arrive à voir France et ça me fait gagner du temps dans la saisie des mots-clés. Comme ça, vous voyez mieux à quoi correspond ce groupe de paramètres. Je reviens dans mes préférences. Le groupe suivant, ça concerne le film fixe, c'est-à-dire le film du bas. Voilà, j'ai augmenté la taille du film fixe pour que ce soit plus lisible, plus facile à lire. Alors, nous avons toute une série d'options qui sont toutes cochées par défaut. Alors, afficher les badges. Les badges, ce sont ces petites icônes ici en bas. En bas et à droite, des vignettes du plan fixe. Alors ici, j'en ai 3 sur ma photo. Une qui veut dire que la photo a été développée, l'autre qu'elle a été recadrée, et le troisième qui contient des mots-clés. Alors on peut les afficher ou bien les ignorer, vous voyez, là ils ont disparu. Autant les afficher, surtout que c'est utile, vous allez voir. Ignorer les clics sur les badges, ça veut dire que lorsque vous allez cliquer sur un badge, vous pouvez ignorer ce que va faire le clic. Alors, je vous montre ce que ça fait si on n'ignore pas les clics. Là, je suis obligé de sortir des préférences. Je clique sur le badge développement et vous voyez automatiquement, je vais dans le module de développement de Lightroom pour revenir sur mon développement. Si je clique sur le badge recadrage, je viens dans l'outil de recadrage. Et si je clique sur le badge mots-clés, je vous le donne en 1000, je viens dans la saisie des mots-clés. Donc ça peut être utile, à mon avis, de ne pas ignorer ce clic. Afficher les notes et les marquages, donc c'est facile à comprendre, hein, c'est les notes qui sont en bas des vignettes, et les petits drapeaux, là il n'y en a pas, qui sont en haut des vignettes. Vous savez tous maintenant comment cela fonctionne. Sinon, je vous renvoie à mon tutoriel sur le tri de vos photos. Afficher le nombre de piles. Vous voyez, c'est ici. Autant l'afficher. Afficher les photos dans le navigateur au passage de la souris. Alors là, je vais vous montrer également. Quand vous passez la souris sur une photo, elle est affichée dans le navigateur c'est ici, automatiquement. Vous pouvez ne pas vouloir que cet affichage bouge au passage de la souris. Donc vous avez la possibilité de le faire. Ensuite, afficher les infobulles des photos. Ça c'est quand vous restez un petit moment sur une photo, ça affiche l'infobulle. Je vous montre pas, hein, vous connaissez. Et afficher le numéro d'index, c'est le numéro d'index qui apparaît en haut et à gauche de chaque photo. On peut soit l'afficher, soit ne pas l'afficher. Voilà, vous faites comme vous voulez au niveau de votre plan fixe. Vous avez toutes les possibilités. Alors sur les peaufinages, le dernier groupe de paramètres, qu'est-ce qu'on appelle le peaufinage? J'avoue que ça mérite une explication. Alors centrer le point, cliquez en zoom avant. Alors je vais vous montrer à quoi ça sert. Je suis encore obligé de sortir. Voilà. Là je suis donc en mode bibliothèque. Je clique sur Fourvière. Vous voyez, je positionne ma loupe sur vos fourvières pour faire un zoom avant. Voilà, il recalcule mon image. Fourvière se trouve zoomée, mais pas au centre de la photo. Alors je peux l'amener au centre de la photo en faisant édition, préférences, centrer, le point cliqué en zoom avant, c'est ça. Il faut le savoir, hein. Alors je déclique, je clique sur Fourvière, et vous voyez Fourvière se trouve au centre de l'image. Je trouve ça assez utile, effectivement.
Quand on zoome sur un point, c'est qu'on a bien envie qu'il soit au centre de l'image. Et après, vous pouvez vous déplacer avec la barre d'espace. Vous connaissez le principe. Je reviens dans mes préférences. Alors, vous avez un autre paramètre qui consiste à préciser si vous utilisez les préférences système pour le lissage de police. Alors, dans Windows, vous avez des préférences, dans les paramètres de Windows, vous avez des préférences sur le lissage de la police. On peut le préférer à celui de Lightroom. J'ai essayé, j'avoue que ça fait aucune différence, donc moi je l'utilise pas. Et afficher les notifications de synchronisation automatique, donc c'est intéressant pour ceux qui utilisent la synchronisation automatique de savoir comment ça se passe. Alors nous avons terminé l'onglet Interface, nous allons nous intéresser maintenant à l'onglet Performance. Le premier groupe de paramètres, ça concerne Camera Raw, c'est-à-dire la partie développement de Lightroom. Et ça concerne plus particulièrement l'utilisation du processeur graphique. Le processeur graphique, c'est le processeur qui se trouve sur votre carte graphique et qui prend en charge tous les calculs graphiques. Alors vous avez trois possibilités, soit de le mettre en automatique, soit de le personnaliser, soit de les désactiver. Alors vous pouvez le désactiver s'il n'est pas compatible. Vous pouvez le mettre en mode automatique. Là, il va automatiquement prendre en charge tout ce qui est traitement graphique, c'est-à-dire l'affichage et le traitement de développement, ou personnalisé. Vous ne pourrez, pour une raison quelconque, utiliser le processeur graphique seulement pour le traitement des images, ou bien seulement pour l'affichage. Je ne sais pas dans quel cas on doit le personnaliser. Personnellement, je le mets en automatique et ça fonctionne très bien. Donc l'accélération complète, affichage et traitement. Ensuite, ça concerne les paramètres du cache pour le développement. Alors pour les non-informaticiens, un cache, c'est une partie de mémoire qui est réservée à stocker des informations susceptibles d'être réutilisées pendant le traitement. Par exemple, pendant le développement, vous allez avoir plusieurs affichages possibles et plusieurs traitements qui vont être mis en cache. Comme cela, ça va plus vite que d'avoir à les recommencer à chaque fois. Alors ce cache, vous pouvez sélectionner là où il se trouve. Alors par défaut, il est dans l'arborescence de vos logiciels Adobe, et notamment de Camera Raw. Moi je l'ai laissé sur mon disque C, qui est un disque SSD, qui est très rapide. Alors si votre disque principal n'est pas un SSD par exemple, vous pouvez le mettre sur un disque secondaire qui sera un SSD. Le SSD est beaucoup plus rapide qu'un disque traditionnel, c'est de la mémoire flash. Et après, vous choisissez la taille maximale. Alors les spécialistes disent qu'il faut entre 10 et 20 gigas pour que ce soit efficace. Par défaut, je crois que c'est configuré à 3 ou à 5 gigas. Il faut l'augmenter à condition d'avoir un espace libre suffisant sur votre disque cache. Si c'est pas suffisant, Lightroom ne prendra pas votre paramètre. Le groupe suivant, ça concerne le cache vidéo. Alors c'est pour les gens qui font de la vidéo. C'est pareil, vous allez limiter la taille de votre cache vidéo. Alors là, je suis pas un spécialiste de la vidéo, je ne peux pas vous expliquer exactement à quoi sert ce paramètre. Alors, pour le développement, vous avez la possibilité, vous avez deux options dans un groupe. Vous avez la possibilité d'activer l'aperçu des paramètres prédéfinis lors du survol en mode loop. Alors j'ai même du mal à le dire tellement c'est pas clair ce paramètre. Je vais donc vous montrer ce que j'ai compris personnellement. Voilà, ça concerne le développement. Lorsqu'on survole un paramètre prédéfini, le fait d'avoir activé cette option, vous voyez, mon image prend automatiquement les paramètres de développement de ce paramètre prédéfini. Voilà, c'est lors du survol des paramètres prédéfinis.
Voilà qui est sans doute plus clair pour tout le monde. Je reviens à mes préférences. Voilà, donc c'est bien de l'activer. Le paramètre suivant, c'est pour les personnes qui utilisent les aperçus dynamiques. Alors ça consiste à utiliser plutôt les aperçus dynamiques que les originaux pour retoucher ces images. Alors moi je suis pas trop pour, mais effectivement les aperçus dynamiques sont bien moins lourds et ça permet de gagner du temps d'affichage. Peut-être que pour les pros c'est intéressant. Je préfère l'original qui est certainement plus détaillé et j'ai tout mon temps personnellement. Ensuite, ce sont les paramètres du catalogue. Alors effectivement, on a vu les paramètres du catalogue et en matière de performance, le catalogue, il est important qu'il soit bien paramétré. Alors vous pouvez optimiser le catalogue à travers ce bouton. Je vous rappelle que vous pouvez aussi l'optimiser à chaque sauvegarde. Alors l'optimiser, ça veut dire qu'il recalcule des index, etc. pour que ça prenne moins de place. Et si vous avez des doutes, vous pouvez aller directement dans les paramètres du catalogue qu'on a vu largement lors d'un tutoriel précédent. Et puis le dernier paramètre, ça concerne la génération des aperçus, également important en matière de performance. Ça consiste à générer les aperçus en parallèle. Je pense que c'est lors de l'importation, la génération des aperçus va se faire en parallèle du traitement de l'importation. Ça, c'est un paramètre qui est nouveau, je crois. On peut donc gagner du temps, effectivement, à l'importation. Puis vous avez des liens qui vous permettent de trouver tout un discours sur comment accroître les performances sous Lightroom. Voilà, pour les autres onglets, je ne vais pas les traiter. Lightroom synchronisation, je ne l'utilise pas. Donc je pense que vous trouverez des gens plus compétents que moi pour en parler, si vous utilisez la synchronisation. L'affichage, ça concerne l'affichage sur le second moniteur. Ça va consister à choisir votre moniteur secondaire dans la mesure où vous en avez plusieurs, ce qui n'est pas mon cas. Et le dernier onglet, ça concerne vos paramètres proxy si vous y travaillez à travers un proxy. Voilà qui clôture notre série de tutoriels sur le paramétrage et la personnalisation de Lightroom. Nous avons vu qu'il y a énormément de paramètres qui permettent de paramétrer votre Lightroom correctement et de le personnaliser à votre mesure, à votre convenance. J'ai essayé de faire le tour de tous ces paramètres. J'espère ne pas en avoir oublié, mais il faut reconnaître qu'il y en a vraiment beaucoup dans tous les coins. Si vous avez suivi cette série de tutoriels, vous devriez avoir un Lightroom paramétré aux petits oignons qui convient parfaitement à votre façon de l'utiliser. Alors la leçon du jour pour moi, ça a été de voir que je n'étais pas du tout à jour des paramètres, notamment des préférences. Il semble que Adobe change très souvent, modifie très souvent ses paramètres. Il en enlève, il en modifie certains, il en rajoute. Alors mon conseil, que je vais m'appliquer à moi-même également, eh bien c'est qu'il faut à chaque version majeure faire le tour de tous les paramètres. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres aventures sous Photoshop ou bien sous Lightroom. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la Photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la Photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche.
un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sur YouTube. Voilà, et en plus vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la photo.